bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasse Patate, le 6e épisode de l'année 2019. Et nous sommes dans la deuxième moitié du mois de mars, le printemps vient d'arriver et c'est le premier monument de la saison cycliste qui va arriver très prochainement. Milan-San Remo, la plus longue course cycliste qui va avoir lieu ce samedi. Donc ça va être bien évidemment au programme de ce podcast. On va également évoquer les différentes courses World Tour qui ont eu lieu depuis le début du mois de mars. C'est-à-dire les Strade Bianche, Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec moi Alex, Théo et Raphaël. Salut les gars. Yes. Bonjour. Salut. Bon alors, on va pas parler de Milan-San Remo tout de suite, on va d'abord évoquer les courses qui se sont déjà déroulées. On va commencer par Paris-Nice, par la course française, la course au soleil, qui pour une fois, on va dire, elle a quand même tenu son nom, puisqu'il a fait beau sur la dernière étape à Nice quand même. Paris-Nice qui a été remporté par le Colombien Egan Bernal devant Nairo Quintana et Michal Kwiatkowski. Egan Bernal qui a pris le maillot jaune de leader sur l'étape à l'arrivée au col de Turini. Auparavant, c'était Michal Kwiatkowski qui avait le maillot jaune. Le Team Sky qui place donc deux coureurs sur le podium et qui a bien réussi à maîtriser la course. La dernière étape a été remportée par Ionis Aguirre en échappée comme assez souvent ces dernières années, et on a eu notamment au sprint deux doublés de Dylan Groenewegen et de Sam Bennett. Alors, la première question que je vais vous poser va concerner Egan Bernal, hein, puisque c'est lui qui a gagné. Alors, je sais pas vous, mais moi franchement, Egan Bernal, je l'ai quand même trouvé impressionnant sur ce Paris-Nice. Bon, certes, il a été très costaud sur les étapes de montagne, très fort également sur le contre-la-montre de Barbantane, mais aussi toujours dans les bons coups sur les bordures. Il avait pas du tout le même gabarit que les coureurs qui étaient autour de lui à chaque fois dans les petits coups qui partaient, et pourtant il arrivait à être toujours là. Je pense que c'est peut-être limite ça le plus impressionnant sur son Paris-Nice. Ah ouais, moi. Bah, vas-y. Bah, oui, parce que déjà, rien que pour son âge, en fait, même un coureur, un Flahut, à cet âge-là, ce serait exceptionnel qu'il soit aussi bon dans les bordures. Donc lui, avec en plus son gabarit, c'est juste exceptionnel qu'il ait la puissance pour répondre présent à chaque fois. Et d'être aussi attentif, c'est impressionnant. Après, on sait que la Sky, ils sont quand même là-dessus, en général, ils sont difficilement piégeables. Il faut savoir Ça qu'il était bien entouré quand même. Bernal, il avait Kwiatkowski, Narvaez, il avait Sosa. Surtout sur les bordures, il avait Lucro qui faisait un travail énorme, soit pour creuser l'écart, soit pour revenir sur les groupes principaux à chaque fois qu'il y avait un Sky de piégé. Donc à mon avis, surtout à chaque fois quand on voyait les bordures, c'était toujours Lucro qui était là pour la Sky, pour bien protéger Bernal, pour éviter qu'il se fasse piéger, pour creuser l'écart derrière, etc. Donc à mon avis, Bernal, il peut remercier son équipe qui était super solide sur les premières étapes où il y a eu des bordures. Ouais, c'est sûr que l'équipe a été genre vraiment très forte, mais enfin genre malgré que l'équipe soit forte, enfin fallait que lui aussi soit ultra fort parce que bah dans des bordures et faut tenir les roues. Genre t'as beau avoir des équipiers, à des moments bah faut faire parler la puissance et tenir les roues. Donc là franchement il a été vraiment impressionnant sur ça. Moi je vous rejoins tous, hein, c'est moi personnellement aussi c'est ce qui m'a vraiment le plus étonné, avec aussi son résultat sur le chrono qui était même si on sait qu'il était bon en chrono, il a été quand même particulièrement fort cette fois encore. Donc ouais, ça fait peur pour les années à venir, hein. Je me demande bien ce qu'il va laisser aux autres. Oh, il y aura Pogacar, il y aura Evenepoel. On va voir. Hein. Ouais. Il y a du pour monde au l'instant, portillon, ouais, c'est sûr. Ouais, mais pour l'instant ils sont pas aussi impressionnants que lui. Enfin, Pogacar, il a 2 ans de moins. Hein. Oui, on attend, c'est pour ça on attend. Après, c'est vrai que ouais, le Team Sky était quand même extrêmement costaud autour de Bernal, mais limite,
ce qui était un peu frappant sur les étapes de bordure, c'est que au fond, c'est comme si c'est comme si les Sky étaient seulement trois sur ces deux premières étapes. Il y avait seulement, quasiment seulement Bernal, Kwiatkowski et Rowe qui étaient là. Mais Rowe, il faisait un travail pour quatre. Je crois que c'était la première étape. À un moment, hop, il tourne à droite, il retombe sur une partie dégagée, il mouille son doigt, il tend le doigt, il est là, ah ok, ça souffle, floup, et ça repart. Tu sens que le Gallois, il était là vraiment pour vraiment guider Bernal, guider ses coéquipiers, etc. Et sur ces deux premières étapes, avec toutes les bordures, il a été également vraiment monstrueux quand même. Ah, exceptionnel, oui. Lucro, je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Surtout avec sa blessure l'an dernier, je pensais pas qu'il arriverait vraiment à revenir au très très haut niveau, et pourtant son début de saison me donne l'impression qu'il est vraiment capable de belles choses pour les Flandriennes. Ouais, non, Lucro, ça va être clairement un atout très précieux sur la Sky, non pas avec ses performances au niveau du classement, mais ses performances pour le collectif, qui sont vraiment montrées décisives. Donc on l'a vu sur ces étapes-là, et comme Raphaël l'a dit, ça va être très très intéressant de le voir à l'œuvre sur les Flandriennes, que ce soit dans un rôle plus offensif où il cause les bordures, ou dans un rôle justement défensif où il empêche que ses leaders comme Kwiatkowski dans le futur, ou même Bernal sur des éventuels grands tours, Bernal, Froome ou Thomas d'ailleurs. Donc, franchement, Lucro, gros atout pour la Sky, et moi non plus je m'attendais pas à le voir à ce niveau, mais il répond présent, donc c'est encourageant pour la formation Sky qui viendra Ineos d'ailleurs en mai. Oui, tout à fait, ouais, le changement de sponsor qui serait effectif à partir du 2 mai, donc la première course où l'équipe britannique sera nommée Team Ineos, ce sera le Tour du Yorkshire. Voilà, donc c'est déjà la fin du train Sky sur le Tour de France, puisqu'on ne le verra plus. Quel dommage. On regrette déjà. Hein. Ouais. Putain, à la place, on va avoir le super train Ineos, c'est cool. Ouais, je pense qu'il est bien plus intéressant. Et après, ouais, pour rester sur la Sky, c'est vrai que ils ont été très forts. Et après, c'est vrai qu'au final, quand on regarde un peu tout le déroulé de la course, on n'a pas eu l'impression qu'à un moment ou à un autre, ils ont pu être mis en difficulté, que ce soit par Quintana, par Bardet, bon, qui était un peu limite, certes, mais Si Bardet répond direct à l'attaque de Quintana, et que derrière, ils font rouler, que Bardet et Quintana reviennent ensemble et qu'ils font rouler Nassen, du coup, ouais, sur la dernière étape, ouais. peut-être qu'ils auraient pu poser problème. Et encore, ça m'étonnerait. Mais là, on peut pas savoir après. Mais bon, c'est vrai que les Movistar, moi-même, j'y croyais pas trop en voyant le truc, parce qu'avec 5-6 Sky derrière, c'est peine perdue de toute façon. Par contre, Philippe Gilbert, franchement, il leur a fait peur. Sur le Turini, quand même, j'ai l'impression qu'il leur a fait un peu peur. Bon, on avait l'impression quand même qu'ils étaient assez sereins. Genre, ils maîtrisaient Au pied les du Turini, écarts et ils c'était savaient assez qu'ils... serein. Mais sur la fin, ils se sont dit, merde, il a quand même 5 minutes d'avance à 5 Ouais, kilomètres, mais il en là. perdait encore. Hein. C'était pas lui qui avait 5 minutes, c'était Martinez. Lui, il Non, avait 1 minute de retard sur Martinez à... Oui, Non, voilà, peut-être pas 5. mais Martinez et tout avaient genre 6 minutes d'avance. À 5 km? Ah, ok. Je pensais que c'était moins. Je sais plus, bah... Non, ouais, mais sur Ouais. la fin, sur la fin, Gilbert, quand Martinez, Lopez ont attaqué, Gilbert a commencé à perdre assez vite du terrain, mais c'est vrai qu'il a peut-être pu mettre un peu de doute chez la Sky, quoi. Ça, c'est. Ouais. Mais je pense que même il avait le maillot sur l'étape, à la fin de l'étape 7, sur l'étape 8, il aurait eu du mal à le tenir. Oui. La Sky aurait pu le faire craquer, en fait. Ouais, Genre, ils ouais. avaient les moyens de le faire craquer. Oui, Avec il aurait l'effectif pas Sky aurait fait la course, du coup. Avec l'effectif de la Sky, Oui, c'est Gilbert, vrai. il avait aucune chance. T'avais Bernal, Henao, Kwiatkowski, Narvaez, Sosa. Avec ça, si la Sky voulait vraiment faire péter la course, il y aurait déjà plus personne en haut de la côte de Paye. Il y aurait Quintana, yes. Dans la route Bernal. Après, c'est vrai que ce qu'on a vu sur ce parcours, c'est qu'en fait, il y a eu quelques écarts un petit peu sur le col de Turini. Ça s'est fait un peu ça s'est fait un petit peu en sélection par l'arrière. On n'a pas eu vraiment de vraie attaque entre les favoris. Ça s'est fini avec Bernal et Quintana qui étaient les deux plus forts sur cette étape.
au final, c'est certainement l'étape de Nice, l'étape courte, qui est chaque année la plus à même d'apporter des écarts sur Paris-Nice. Mis en mettant de côté le contre-la-montre également. Bah, l'étape course de côte, à mon avis, a surtout été introduite pour ça. Pour créer des écarts dans la dernière étape, tu veux dire? Bah oui, voilà. Ouais, pour ouvrir Pour une brèche. provoquer le mouvement. Après, pour moi, dans la dernière étape, il y a toujours eu un peu de mouvement, quoi. C'est la dernière étape. Enfin, elle est assez bien tracée pour ça, je trouve, c'est qu'elle est propice aux courses, aux attaques lancées un peu de loin, s'ils ont mis des personnes devant, etc. Ça peut être, en général, c'est toujours une course assez sympa, la dernière journée, quoi. Ah oui, Genre, même quand il n'y avait pas la course de côte, quoi. C'est ce que je voulais dire. enfin, ça fait longtemps, j'ai pas souvenir d'une dernière étape de Paris-Nice vraiment chiante à regarder depuis un moment. Vauclair 2011. J'avais pas regardé. Mais après, cette année, on a eu beaucoup de chance, surtout parce que, avec les bordures qui ont rechamboulé toutes les cartes, on s'est retrouvé avec des échappées masterclass avec Zacharine, Miguel Angel Lopez, Nero Quintana, Bob Jungels. Donc, on avait vraiment de la chance que les bordures en début de parcours aient rebattu toutes les cartes essentiellement. Et donc, du coup, il y a des favoris qui se sont retrouvés avec plus rien à perdre, qui sont allés chasser des étapes et ça nous a offert du beau spectacle jusqu'à la fin. Donc, en gros, sur ce tour, on peut remercier le vent, remercier la météo et Éole, nous avoir donné ces conditions favorables qui nous ont permis d'avoir un très très beau Paris-Nice derrière. Bah ça oui, c'était un super Paris-Nice parce que, enfin moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé encore mieux que 2017. Les 2 premières étapes sont pas aussi énormes que ce que ça avait été en 2017. Mais derrière, bah, Pélussin, c'est quand même une étape pas dégueu, même si c'est pas non plus énorme. Mais il y a à nouveau une super étape, celle qui est gagnée par Sam Bennett, là je sais plus où c'est arrivé. Et Brignoles. les 2 dernières étapes, que ce soit Turini ou l'étape de Nice, sont franchement super. Enfin, je trouve il n'y a pas une seule étape qui m'a vraiment déçu. À part la 3e qui était pas top, mais qui était pas non plus. Enfin, on s'y attendait un peu, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai que au final, voir ces, voir ces bordures comme on a pu les voir là, sur 2 étapes, ça en fait 2 fois plus, hein. Ça a permis, je pense, un peu de magnifier ce Paris-Nice dans sa globalité. Ça a permis de débloquer un peu les situations, même si du coup on avait moins de coureurs qui étaient potentiellement intéressés par le classement général. Ça ouvrait des possibilités de faire la course à d'autres. Oui, et puis en plus, ça a généré une grande fatigue chez les coureurs pour la suite de la semaine. Oui, voilà aussi, Et ça au prend en final, compte. ça a favorisé les écarts. Parce que dans le Turini, je pense pas qu'on aurait eu autant d'écarts avec des étapes plus calmes avant. Parce qu'on a quand même eu pas mal d'écarts alors que ça a pas beaucoup bougé chez les favoris. Euh, alors après, avant de partir sur les sprinters, on va rester sur un coureur qui aurait pu prétendre au classement général, mais au final qui s'est fait éjecter de la lutte dans les bordures. C'est Simon Yates. Simon Yates qui a complètement surpris son monde en remportant le contre-la-montre de Barbantane. Ça, c'était vraiment la surprise du chef. Il s'impose devant Nispolite et Kwiatkowski. Alors, je sais pas vous, mais moi, franchement, le voir remporter ce contre-la-montre-là, je m'y attendais pas du tout. Et c'était extrêmement étonnant. Alors, ça veut certainement dire également qu'il avait de très bonnes jambes et qu'il aurait peut-être pu cette fois remporter Paris-Nice, mais voilà, les bordures leur étaient fatales. Bon, même Faut pas. oublier que On les a étapes vu qu'en précédentes montagne, ont il été perdait. très dures. Et que lui s'est relevé sur ces étapes-là. Ouais, mais même sans ça, on voyait que en montagne, c'était pas lui le meilleur. Il a perdu face. Oui, c'est vrai, en C'était montagne, c'était pas le plus fort. Hein. Non, c'est qu'en gros, je pense que il veut juste travailler des trucs spécifiques. Et là, je pense qu'il a eu aussi un peu de chance d'avoir. Je pense que le vent, il a dû tourner à un moment parce que pour avoir un résultat comme ça, je pense qu'il y a eu le vent qui a dû tourner. Que voir Polite deuxième, même si on sait que c'est un bon bourrin, c'est quand même assez surprenant, quoi. Genre qu'il soit devant Kwiatkowski, devant Van Garderen, devant Bernal, devant Sanchez. Enfin, moi en tout cas, ça m'a surpris. Et je pense qu'il a en même temps fait un très beau chrono, en même temps eu l'aide un peu du vent. Ouais, je pense aussi.
Puis, Et surtout- oui, comme tu dis, sur les étapes de montagne, il n'était pas le plus fort. Bon, après, sur les étapes de montagne, enfin, par exemple, au Turini, il se fait battre par Miguel Ángel Lopez et Dani Martinez. Enfin, quand on voit le niveau des Colombiens sur ce début de saison, on peut Et peut-être Nicolas se dire Hede. aussi que Martinez et Lopez étaient très très forts. C'est ça qui finit en même temps que Hede. Hein. Après, Derrière, il est. Attention. Après, peut-être même sur cette étape du Turini, moi, l'impression que j'en avais en regardant la course, c'est qu'il en avait presque limite trop fait, en fait. Alors que Ouais, puis un Martinez, je sais pas, son attitude, Martinez c'était un s'était peu- caché un petit peu, il est revenu il est revenu dans la deuxième moitié de montée. Yates, lui, a été très actif et peut-être un peu trop même. ouais, puis Ah, je sais pas, il à chaque fois laissait qu'il filer attaquait, des Lopez fois était les en train de- mecs, et il remettait une accélération ultra violente pour revenir dessus et lâcher le mec qui était avec lui, mais ça tergiversait, le mec revenait, enfin, je sais pas. C'était bizarre comme attitude. Peut-être un mauvais Ouais. coup tactique, peut-être pas assez d'instructions de la part du DS. Non, mais c'est comme ça qu'il fait la différence, Yates, hein, c'est sur ses accélérations. Ouais, mais d'habitude, il Il a fait gagné. la différence sur son accélération et Oui. dès la première, il y a plus personne avec lui. Bah c'est ça, et c'est pour ça que je disais qu'il était pas si fort que ça, tout simplement. C'était que c'est pas parce que les Colombiens étaient forts, c'est que bah lui aussi, il était pas au top de sa forme et qu'il lui manquait encore un petit peu de jambes quoi. Il avait pas encore les jambes parfaites. Peut-être qu'il que justement c'est- il avait trop donné lors du chrono et puis il n'a pas su gérer. Et tout le monde s'est donné à fond lors du chrono. Enfin peut-être pas Lopez et Martinez. Ouais, Bah si, le Lopez, Martinez, il fait cinquième, hein. Martinez, il fait top 5, je crois. Martinez il fait cinquième, donc il s'est donné à fond bon il y a Lopez qui s'est pas donné à fond, mais je pense pas que ça joue tant que ça quoi. Enfin parce que derrière à Brignoles il se reprend à 6 minutes dans la face. Donc je sais pas s'il a tenté de boucher le trou avec le peloton principal ou s'il s'est laissé décrocher pour faire un truc au Turini. Mais ouais, la performance de Yates c'est assez sans dessus dessous on va dire. Non, moi je trouve ça assez logique. Hein. C'est juste, il a travaillé le chrono, du coup, bah là, il a montré le chrono, mais Après, il a pas encore les jambes parfaites pour jouer avec. Mais ça va venir. C'est juste ça. les jambes parfaites, en même temps, quand je vois ce qu'il fait dans Atzalanas sur le Tour d'Andalousie, je me dis, enfin, il avait les jambes quand même, hein, Yates. Ouais, mais je pense qu'ils avaient juste, pour moi, à ce moment-là, personne n'est au max de sa forme. Et là, ça joue sur ça joue sur les formes en fait. Alors, attends, Il y en a qui en ont début plus de ou moins saison, en début de saison, Jakob Fuglsang, il avait les jambes, hein. Enfin, il les a Bof, toujours. moins que sur Tirreno. Moi, sur Tirreno, il m'a plus impressionné que sur. Que, que sur oui, la- bah oui. Tirreno, il était énorme. Enfin, de toute façon, les Astana, depuis le début de saison, ils sont énormes. Bon, allez, pour finir sur Paris-Nice, on va quand même parler un petit peu des sprinters, puisqu'on a deux sprinters qui ont raflé les 4 sprints au final. Groenewegen, les 2 premiers, à Saint-Germain-en-Laye et à Bellegarde, et Sam Bennett, Ici. les 2 suivants, à Moulins et à Brignoles, même si à Brignoles c'était en plus petit comité. Euh, Là, on a eu vraiment des démonstrations de coureurs extrêmement costauds, notamment Groenewegen qui était lui aussi dans tous les bons coups sur les bordures. Ah ouais, c'est ça qui est le plus à noter, je trouve, sur la performance de Groenewegen. On sait que voilà, mais là qui savait bien se placer en fait et qu'il avait, je sais pas si c'était lui ou son équipe, mais qui avait le bon nez pour aller dans les bons coups sur les classiques, enfin sur les bordures et réussir à tirer son épingle du jeu sur les 2 premières étapes qui étaient, je trouve, pas faciles à gagner et surtout gagner les 2 d'affilée quoi. Ouais, et puis en plus de savoir bien se placer, il a le physique pour les bordures et il a l'équipe. L'équipe Lotto Jumbo est très forte. Enfin, Jumbo Visma. Oui, c'est vrai que je crois que c'était si je me trompe pas, la deuxième étape vers Bellegarde, juste avant que ça recasse à 4 km de l'arrivée. Il avait 4 ou 5 Ils étaient équipiers, 5, ils étaient voilà. 5 dans le Ils étaient groupe, 5. 5 devant lui en tête du peloton. Et quelques kilomètres avant, il y avait tout Isma qui était dans le premier groupe, il me semble. Oui, donc il a Il n'y en avait été, pas un seul qui manquait. ouais, il a été super bien entouré également, quoi. Oui, clairement. Il avait, en même temps, les gens qui avec lui, à part qui étaient là pour le général,
c'était que des gens qui pouvaient l'aider. Hein. Tennyson, Winans, Grandal Jansen, Lindemann et Korn, ça s'est roulé quoi tout ça. Peut-être pas Oui, Korn. parce ils avaient quoi? Ah mais si, ils avaient George Bennett pour le général. Donc... Oui, ils avaient George Bennett. Il y a George Bennett pour le général, il y a Ekorn qui est pas pour moi pas un rouleur particulier, Ouais, mais tout le reste c'était que des bons rouleurs. Hein. Ouais, en vrai, c'était surtout une équipe autour de Groenewegen. Oui. Donc c'est normal aussi que l'équipe soit plutôt bien armée pour des bordures. Et après, Groenewegen s'est montré très impressionnant. Chaque sprint, enfin, en tout cas les 2 premiers, surtout le premier, vu que les autres, ça ne peut pas vraiment compter, vu que le deuxième, c'est un sprint à 7, et le troisième, il sera complètement mauvais placement, mauvais sprint, comme un certain Arnaudé d'ailleurs. Et sur la première étape, il fait vraiment un très très gros sprint, il bat Ewan, Jacobsen, Bennett, il les aligne tous. Et c'est de bon augure pour la suite de sa saison, ça veut dire qu'il a pas perdu de sa vitesse, et ça va être un gros contender pour les étapes de grand tour. Ah, ça. Après, il a eu chaud sur la première étape. Hein. Quand il est bien placé à l'entame d'un sprint, il est vraiment très très dur à battre. Ouais, moi, sur la première étape, il a été moins impressionnant, je trouve. Pas aussi impressionnant que tu le dis. Hein. C'était, il a hyper ça s'est pas joué à grand chose. Justement, parce que Ewan, lui, il était super impressionnant sur le début de saison. Moi, je pensais que Ewan, il allait complètement taper Groenewegen. Et au final, c'était beaucoup plus. Ewan, il a toujours pas gagné un seul sprint massif depuis le début de la saison. Non. Il y a celui qui gagne avec Philipsen, mais comme il est déclassé, il l'a pas gagné. Oui, c'est ça. Voilà. Et il gagne une étape et c'est pas un sprint massif. Alex, tu clashais un peu Arnaud Démare là sur son sprint un petit peu raté sur la 3e étape, mais il est passé tout près de la victoire à Brignoles aussi quand même. Ça compte pas. On va quand même. Attends, il devance Matteo Trentin, John Degenkolb, Brian Cox. Ouais, mais je suis désolé, mais bon. Il fait un sacré sprint quand même sur cette étape, sur cette arrivée à Brignoles. Il y a vent de face. Mais est-ce qu'il gagne? De quoi? Oh, du calme. Mais est-ce qu'il gagne, monsieur? Non, il gagne pas. Franchement. Bon, bah voilà. Mais je veux dire, je suis d'accord avec là au Will. moins, il a réussi à sortir un très gros sprint. Parce qu'il y avait vent de face, il a tenu de loin. Alors peut-être il a été forcé à lancer un peu trop tôt, malheureusement. Mais c'est fait bolosser par Sam Bennett, surtout. Oui, et puis comme tu dis, il devance que Matteo Trentin. Après tout, Matteo Trentin, il fait vraiment un début de saison ignoble. Mais quand même, ce que j'ai envie de remarquer aussi, c'est que Arnaud Démare, lui, il est allé jusqu'au bout de Paris-Nice, il a même pris l'échappée sur la dernière étape, alors que Sam Bennett, il avait le maillot vert sur l'étape au départ de l'étape du Turini, mais il a même pas pris la peine d'aller au bout de la course. Ça, quand même, quand t'as un maillot distinctif sur les épaules et que t'abandonnes parce que t'as pas envie de te farcir deux étapes qui sont pas pour toi, j'ai envie de dire, c'est presque un peu un manque de respect envers l'organisateur. Bon, enfin, c'est cool, surtout. Après, c'est monnaie courante sur Paris-Nice. Oui, c'est tout le temps comme ça. Malheureusement, mais pour les sprinters. Oui, mais là, ça se voit d'autant plus quand il y a un maillot distinctif. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est jouer le Turini, perdre son maillot vert, finir rouler pour Peto, abandonner après, céder son maillot vert à Kwiatkowski ou je ne sais qui, et puis abandonner s'il souhaitait le faire. Oui, voilà. Puis voilà. Après, du coup, ça manque de respect parce que là, il le force. Enfin, là, il fait en sorte de le perdre aussi. Donc, est-ce que c'est mieux? Non. Enfin, pour moi, autant. Bah non, mais au moins il le perd avec. Oui, mais au moins il s'en va avec le maillot sur les. En termes de respect, pour moi, c'est la même chose puisque finalement, il fait en sorte de le perdre. Il cherche pas à le garder. De toute façon, il aurait perdu de toute façon. Il aurait pas gardé de toute façon. Donc c'est quoi l'intérêt? Après, l'année dernière, Démare fait la même chose avec le maillot vert. Enfin. T'es sûr qu'il aurait perdu? Il est sur chute, hein, non? T'es sûr qu'il aurait perdu? Il avait. Ouais, sûr. L'année dernière. Parce qu'il avait 37 points et à la fin, Kwiatkowski, il a 33 points. Oui, mais non, c'est pas sûr qu'il l'aurait perdu. Mais il abandonne. Pour moi, il l'aurait gardé. Au final. Oui, il l'abandonne avec le maillot vert, mais faire en sorte de le perdre, ça aurait pas été mieux. Donc, faire en sorte moi, de ça me perdre, dérange. c'est idiot. Bah oui, voilà, pour moi, c'est la même chose. Donc, autant qu'il abandonne, puisque lui, il visait pas le maillot vert de Paris-Nice. Ce qu'il vise, c'est Milan-San Remo. Donc, il s'en fiche d'avoir le maillot vert de Paris-Nice.
Je peux comprendre. Bah Hein. oui, de toute façon, le maillot vert de Paris-Nice au palmarès, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Les sprinteurs de ce niveau-là, ils s'en foutent un peu. Hein. Gagner 2 étapes sur Paris-Nice, autant ça c'est bien, tu vois. Mais avoir le maillot vert, c'est très très bien pour lui quand même. Ok, très bien. Bon, du coup, on a un petit peu tout évoqué sur Paris-Nice, donc on va passer maintenant aux courses italiennes. On va commencer par les Strade Bianche, remportées cette année par Julien Alaphilippe. Cette année, il n'a pas plu, il a fait beau. Mais on a vu à nouveau un Français à l'avant, et cette fois, il a gagné. Julien Alaphilippe qui devance Jakob Fuglsang et Wout van Aert. Les trois coureurs étaient sortis assez loin de l'arrivée, et derrière, ça n'a pas trop réagi. Et ça s'est réglé dans l'arrivée, dans le dernier mur, dans les rues de Sienne. Euh, Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, et je vais vous demander si vous êtes d'accord avec moi, c'est que cette édition de Strade Bianche était à mon goût un peu plus terne que d'habitude. Ah oui, clairement. C'était pas chiant parce que bah, ça reste Strade Bianche, il y avait il y a quand même du mouvement de course, mais on a vu l'échappée se dessiner très très tôt, et en fait ça s'est juste fait par l'arrière, ça fait une élimination par l'arrière dans cette échappée en fait. C'était intéressant à suivre, mais pas non plus aussi bien que l'année dernière ou que bah, les autres années en fait, tout simplement. Enfin, Si on compare aux autres années, c'était juste. non mais c'est pour ça que j'ai dit les autres années, les autres années. Oui, on va peut-être pas prendre en Bref. compte 2018 comme référentiel, parce que c'était assez particulier mais après, c'est vrai que ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que quand Alaphilippe, Fuglsang et Van Aert sont partis, bah, on a vu qu'il y avait quasiment pas de réaction derrière. Les Lotto Soudal étaient deux avec Benoît et Wellens. On avait des garçons comme Van Avermaet qui auraient pu essayer de bouger, faire quelque chose, mais l'impression, les trois devant sont partis, et puis ah zut, c'est trop tard. Ouais, puis à mon avis, les mecs avaient juste pas les jambes pour aller les chercher. Bah, pas les jambes. je- Je pense qu'un Benoît aurait pu les tenir. Ouais, puis quand tu vois que Van Aert, comment il a souffert sur la fin, pour moi, Van Aert était pas forcément plus fort qu'un Benoît, un Stillard, Van Avermaet, etc. Je sais pas, parce que après, Stibar, bon, il allait pas se bouger pour aller chercher la Philippe. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Mais après, enfin, à chaque fois, c'est le secteur où Fulsang et Alaphilippe partent, je sais pas lequel c'est, enfin, comment il s'appelle, mais en gros, sur l'attaque de Fulsang, personne suit, puis Alaphilippe fait un jump pour revenir, et on voit bien que personne est capable de suivre. Bah, Van Aert, il a pu revenir. Oui, il y avait juste Van Aert, donc c'est quand Alors que même, pourtant, pour moi, Van Aert, oui, comme il a dit, pas vraiment le plus. C'est qu'il il a bien senti le coup, mais pour moi, il était pas plus fort qu'un Benoît ou qu'un Van Avermaet. Les autres peut-être, mais qu'un Benoît et Van Avermaet étaient, je pense, à son niveau. je sais pas du tout, franchement. C'est Mais difficile, ouais, parce qu'on sait pas, enfin, Oui, moi, c'est j'ai l'impression vraiment jugé un plus peu sur fort. les performances hypothétiques, oui, c'est ça, bien sûr. mais Mais après, c'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment une grande lutte derrière. c'est ça, en fait. Après, le problème, c'est que il y a seul qui pouvait. Et bah, ils sont pas décidés à sacrifier l'un des deux pour le faire. Et enfin, ils sont décidés, mais bien trop tard. Et du coup, bah, ça pouvait plus. Et en plus, t'avais, j'imagine, les deux Kunen qui devaient un peu casser les relais avec Lampard et Stibar, donc. Bah ouais, puis Lampard plus Stibar, ils étaient prêts à réattaquer si jamais ça revenait. Enfin, Oh, bah, de toute façon, ils reprenaient toutes les attaques. oui, bah, c'était difficilement battable les quick steps sur cette course. Oui, sachant qu'ils avaient le plus fort et la meilleure équipe, c'est compliqué. Oui, on avait un petit peu un affrontement également entre deux équipes, les deux Koenig et Astana, puisque Astana avait également Lutsenko. Et c'est le Koenig qui en est sorti vainqueur avec Alaphilippe du coup. Oui. Bon, voilà, pas grand chose de plus à dire sur ces Strade Bianche, puisque voilà, au final, la course n'a pas été extrêmement mouvementée non plus, même si c'est parti de loin, ça s'est vite décidé. Donc je vous propose de passer sur Tirreno Adriatico, avec une nouvelle victoire de Primoz Roglic, qui s'est imposé de justesse devant Adam Yates. Il s'est imposé grâce au contre-la-montre final à San Benedetto del Tronto pour 1 seconde seulement. Et
franchement, moi, l'image que je retiendrai de ce Tirreno, c'est quand même les organisateurs de la course qui vont proposer à Roglic sur le podium final le maillot bleu avec le transfert Mitchelton Scott. Ça, c'était quand même l'image incroyablement insolite. Les organisateurs pensaient même pas que Roglic allait pouvoir battre Adam Yates, donc ils n'avaient pas préparé de maillot pour lui, et ils allaient lui donner le maillot pour Yates. Ça, c'est... Franchement, c'est toute l'organisation de Tirreno. C'est pas que Ouais, cette image-là. Ouais, Parce mais- que les mecs qui n'ont pas fait les tours de circuit ou je sais pas quoi là, enfin avec les circuits là où c'était carrément, c'était n'importe quoi aussi. Ça. Oui, ça, après, voilà, aussi, c'était... Le chien qui fait tomber les boras, bon ça, le chien, le mec qui traverse aussi. Ça se ressemble pas, pourtant. Non mais, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin bon, voilà. Enfin, je trouve il y avait, enfin, c'était tellement ridicule Tirreno cette année. Après, la course était très très sympathique. Pour le coup, on s'est pas ennuyé. Après ça, oui, la course a été a été quand même assez animée, et on a vu des gros écarts. Ah ouais, c'était énorme ça. Mm. Sur l'étape de Recanati, là, Recanati. il y a plus d'écart que sur les arrivées au sommet de Tirreno, de tous les derniers Tirreno réunis, quoi. Mais c'était violent, Recanati, en vrai. Il y a Ouais, sans doute c'était un plus circuit de- avec plusieurs murs. C'était Il y a bien. sans doute plus de dénivelé positif là-dessus que sur n'importe quelle étape de montagne qu'ils avaient proposé avant. C'était bien Ouais, En sévère. plus, mais- ça tapait bien, c'était du 20% et quelques sur chaque mur. Ouais. Ah ouais, non, mais C'était franchement- impressionnant. S'ils peuvent arrêter de proposer de la montagne et proposer ça tous les ans, bah moi je prends direct. Parce que l'étape de Recanati, elle était super. Enfin, c'était du vrai cyclisme, hein, comme on dit. Et des écarts. Et l'étape de la veille, pareil, vrai cyclisme avec Lutsenko. Bon, c'était marrant aussi, avec les deux chutes où il se relève direct et tout. Puis il est repris, le final avec Roglic qui roule comme un bourrin et les mecs qui sprintent pas. C'est vrai que ça, Ouais, mais après, c'était c'était assez avant, comique non quand même. ouais, c'était. Enfin, après, je pense qu'aussi il y a le fait que ce soit les qui a rendu la course encore plus belle en fait, parce que le parcours est sympa, mais ça aurait pu se faire sur un mur ou deux, tu vois, comme bah ça se passe en général. Ouais, Là, bah, ça s'est joué de beaucoup plus loin et c'était Ouais. bien plus intéressant à suivre. Quoi. Les Astana ont bien mis la pagaille. Ouais, c'était cool. Franchement, Le jour où on peut remercier Astana pour avoir mis du vrai cyclisme, c'est incroyable. Mais Astana, ils en mettent souvent du vrai cyclisme. Hein. ouais, y a pas de souci. C'est pas les Movistar. Hein. Et c'est vrai que ouais, le duo Lutsenko-Fugelsang, notamment, hein, il a été extrêmement impressionnant. Mais au final, c'est quand même pas eux qui tirent les marrons du feu. Bon, faut dire que les Astana, ils avaient quand même perdu quasiment 1,15 sur le chrono par équipe le premier jour. Donc ils avaient quand Enfin, même... les marrons du feu, 2 victoires d'étape quand même. Hein. Oui, mais je veux dire pour le général. Pour le général, bah, Fugelsang, Oui, bah. il est que 3ème seulement, et Lutsenko, il a fini assez loin quand même. Quand tu te prends aussi cher sur le chrono par équipe, c'est sûr que c'est difficile. Ça fait mal, c'est sûr. Alors qu'à l'inverse, un Roglic a pas forcément fait de coup d'éclat sur une étape, mais a été... Enfin, de toute façon, Roglic est extrêmement régulier, donc il a été comme à son habitude, et... Bah, à Fosson-Bronnet, le dernier mur, il le monte en apnée hein, quand même, Roglic. Limite, il prenait les virages, il était obligé de freiner. Ah oui. Bah oui, il allait fort. Mais par contre, dans l'étape d'après, Ouais, dans l'étape d'après, il était plus... il a fou. Genre, il était chaud et jusqu'à la dernière, il a ouais, sombré. puis Yates, il lui met un démarrage Et Yates, violent. ouais. Bah il a fait ce que Simon a fait l'année dernière. Du coup, peut-être que ça sera l'année de Adam cette année. Hein. On sait Ouais, pas, il a hein. l'air quand même très 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 fort. Hein. Sur le Tour de France, Ouais, ça peut être rigolo. ouais. Après, il y a aussi, sur ce tirage, il y avait l'étape absolument... enfin, au final, absolument n'importe quoi. C'était Jay-Z, où on voit le sprint de la Quick-Step complètement mongol, c'est Alaphilippe qui gagne à la fin, ça c'est pas mal. En tout cas, moi ce que je trouve impressionnant sur cette étape, c'est le lancement de Maximiliano Riquet. Je crois qu'il lance de super loin. Je veux dire C'est son à la sprint de fin. 400 mètres. Ouais, il lance de je sais pas où, il lance à 600 mètres.
il s'écrase même pas à la fin, il continue de sprinter, il finit 6ème. Non, il a Oh fait la un vache. sprint d'une vingtaine de secondes, 20-25 secondes, je crois. Je crois que j'avais vu une vidéo qui montrait ça, je crois que c'était 25 secondes. Ouais, Il ce que je disait- veux dire, c'est Tactique, lui, il connaît pas. une fois qu'il lance à la Philippe et Viviani, Oui, il se relève pas. derrière, il se relève pas, il continue son sprint et finit. Et il craque juste à 50 mètres, mais genre... Non, c'est vrai que c'était le plus impressionnant. Tout le sprint, même si Alaphilippe a gagné, etc., c'était Eric Eze. Mais c'est vrai que Alaphilippe, on l'a vu, il a remporté 2 étapes. On l'a vu quand même qu'il doit avoir de très bonnes jambes. Même si paradoxalement, c'est peut-être sur les étapes où on pouvait l'attendre le plus avec tous les murs qu'il a été un peu plus en retrait. On le voit là, il est là Un sur peu en retrait, c'est gentil, hein. Il s'est fait complètement péter le caisson. Ouais, péter le caisson, ça va. Il a Ouais, pas fini bon, à 10 minutes. Hein. Allez, pour finir, enfin, sans forcément parler des sprints, puisque côté sprinter, il y avait quasiment que Viviani. Et Gaviria, quand même. Ah oui, Gaviria Oui, et puis ça galère. que j'ai complètement oublié. Et Bah, qui qu'on a était... tous pas... complètement oublié. Qui, en fait, le seul sprint qu'il aurait pu bien faire, il a dû... Enfin, en gros, c'était le premier sprint et il a dû ralentir à la fin parce qu'il avait pas de place pour passer. Et sinon, tout le reste, il était gaze. Voilà, c'était le Tirreno de Gaviria. Après, faut dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'occasions pour les sprinters. Il y a celle remportée par Viviani et l'autre qui finit un peu n'importe comment avec la victoire d'Alaphilippe. Et les deux Koenig C'est qui bousillent tout le monde. Donc, Et c'est tout, d'ailleurs. On a Oui, c'est ça. oui, voilà, niveau sprint, on a eu que ça, tout à fait. Ouais. Et après, sinon, pour rester un petit peu sur les Français, après Alaphilippe, on a eu quand même une bonne performance, on peut le dire quand même, de Thibaut Pinot, qui vient prendre la 5e place au classement général. Bon, bien sûr, il s'est pas particulièrement montré sur, sur les étapes. Les étapes lui convenaient pas Voire pas forcément. du tout. Ouais. Après, oui, les étapes lui convenaient pas forcément. Mais il a quand même réussi à venir chercher une 5e place au classement général final, avec un bon chrono final notamment. Et ça, c'est quand même très positif pour lui. Je sais pas. Non, enfin, c'est plutôt bien parce que il venait à la base sur Tirreno, il savait pas trop, puisque je crois qu'il a commencé à moitié malade. Du coup, il était pas sûr de pouvoir performer et ce qu'on voit ce qu'il fait à la fin, c'est plutôt très bien. Hein. Donc c'est clairement positif pour le reste de la saison et maintenant on demande à voir ce que ça va faire les prochains tours, donc c'est-à-dire à Catalogne. surtout sur le chrono, où en fait, il perd du temps, enfin, en termes de leader. Il perd que sur Dumoulin, Denis et Roglic. Et tous les autres leaders, il gagne du temps sur eux. Donc c'est encourageant. Enfin, on Denis, les bases c'était de pas- contre-la-montre Denis, sont le là. leader, il a fini 95e du général. Hein. Ouais, ouais. Et enfin, possiblement un contender pour un prochain tour. Enfin, Dans ce cas-là, tu mets Bettiol. Hein. Il a fini dans le top. Il a fini. Non, non, Ouais. non, Bettiol, c'est un Bettiol, puncher, pour faut des grands déconner. tours. Ah, pour un grand tour, d'accord, ok. My Non, bad. non, Bettiol, je le mets pas dedans. Non, pas non, moi non plus. Non, t'inquiète pas. Mais en tout cas, oui, on peut dire que voilà, en effet, c'est une performance encourageante pour Thibaut Pinot. Et on va voir ce que ça donne sur le Tour de Catalogne, même s'il n'y a pas de contre-la-montre individuel. Il a de bonnes jambes, donc on a de quoi voir quelque chose d'assez intéressant. Et en tout cas, on peut dire que ça lance bien sa saison, quoi. Et encourageant pour la Groupama FDJ pour leur contre-la-montre par équipe, vu que leur team, enfin leur performance individuelle sur le contre-la-montre. Donc il y a de la marge pour s'améliorer. Donc pourquoi pas aller, enfin, je vais pas dire gagner les contre-la-montre, mais perdre le moins de temps possible. Shelton, ouais. Ouais, ils ont pas été mauvais contre la montre, donc ça va. Ils ont été respectables, mais il y a encore de la marge pour s'améliorer, surtout avec une machine à rouler comme Kung. Ensuite, derrière, t'as Scottson, t'as Benjamin Thomas qui est pas mauvais, t'as Ladanius qui est un gros bourrin, t'as Roux qui était pas mauvais du tout. Tu t'enlèves juste Morabito et tu en remplaces par Random numéro 54, pas mal FDJ, et puis t'as une bonne équipe centrée autour de Thibaut Pinot pour les compléments. Il y a de quoi faire en tout cas, ça c'est sûr.
Bon, ouais, du coup, on a abordé les 3 courses World Tour qui ont eu lieu début mars, Paris-Nice, l'Estrade Bianche et Tirreno-Adriatico. Et avant de passer à Milan-San Remo, je vais vous proposer un petit débat sur, sur ces courses. Alors, déjà, parler un petit peu de la razzia quand même des deux Koenig Quick-Step et des Astana qui se rendent de coup pour coup en termes de victoire. Là, c'est un début de saison impressionnant de ces deux équipes. Je pense je crois que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu une équipe, enfin 2 équipes du coup, être aussi fortes dès le début de saison. Après, est-ce que ça va durer jusqu'à la fin de l'année? Ça, on sait pas, mais en tout cas, le début de saison est ultra impressionnant. Et on pourrait limite rajouter Mitchelton Scott, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Il gagne aussi. C'est vrai. Alors, finalement, si on réunit Tirreno et Paris-Nice, enfin sur Tirreno, à part Roglic pour le général, tout est pour Astana, Quick-Step et Mitchelton. Alors, C'est les vrai. chronos par équipe, les C'est sprints, les arrivées en côte, c'est tout pour ces 3 équipes-là. Et sur Paris-Nice, 2 étapes pour Astana, une pour De Koenig, non, Et pour Mitchelton. et une pour Mitchelton, ouais, c'est ça. Donc bon, c'est quand même, ouais, c'est monstrueux. Et pour l'instant, De Koenig Quick-Step, il y a juste une Okere course hier où ils ont pas gagné, mais sinon, ils avaient gagné toutes leurs courses d'un jour pour l'instant. Mais après, il y a aussi une autre équipe, enfin, il y a d'autres équipes, je trouve que c'est assez particulier. Par exemple, IF, qui est particulièrement impressionnant. Parce que Simon Clark, je pense que je l'avais jamais vu à ce niveau-là. Il a franchi un cap cette année. Même, les Langevel chronos qui aussi. finit, ouais, surtout sur les chronos, mais même en général. Mais, genre, c'est impressionnant aussi, leur équipe. Là, c'est vrai qu'il y a 3-4 équipes qui se démarquent sur sur le reste, des autres équipes, donc, Ouais, on a des performances inattendues, assez étonnantes quand même, Note- de la part note de la normale. part de ces équipes. Quick-Step, non, mais les autres, À ouais. part de Koenig, en effet, ouais. Mais oui, Oui. c'est sûr que voilà, les coureurs de F Education First, les voir aussi forts en ce début de saison, Inattendu. voilà, on s'y attendait pas vraiment, quoi. Par contre, il y a des équipes comme Trek, par exemple, c'est pas parti très très fort. Hein. Bah, je les ai non plus. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'à G2R, c'est pas parti très fort. Ouais, ça, c'est un début de saison plus compliqué que l'année dernière. Bon, très bien, alors à présent, ce que je vous propose, c'est de passer à Milan-San Remo. On va évoquer un petit peu les différents favoris, un petit peu vite fait la course également qui pourrait y avoir. Alors, quand on a préparé ce podcast, je vous ai demandé, les gars, chacun votre favori. Donc, Raphaël, toi, tu m'as dit Caleb Ewan, c'est bien ça? Ouais. Bon, Caleb Ewan qui était voulu, choisi par tout le monde au passage, donc ça a l'air d'être une valeur sûre. Théo, toi, tu étais sur Sam Bennett. Ah. Et Alex sur Michael Matthews. Exact. Bon, quant à moi, je me suis porté sur Julien Lafilippe. Allez, Trop facile. alors, pour commencer, Raphaël, explique-nous pourquoi tu penses que Caleb Ewan peut remporter Milan-San Remo. Bah, sa performance de l'an dernier et son début de saison, tout simplement. Parce que l'an dernier, derrière Nibali, c'est quand même lui qui sort un sprint monstrueux. Hein. Il met un vélo à Démarre, à Sagan, à Matthews, à tous ceux qui sont derrière lui, quoi. Donc c'était impressionnant et franchement, cette année, je vois pas pourquoi il ressortirait pas un tel sprint. Et en plus, il a montré, notamment sur le UAE Tour, en gagnant au sommet de Atadam, donc sur le final qui est, alors c'est court, mais c'est quand même une base bien pentue. Il met 2 secondes à Moschetti, mais il met 2 secondes à Roglic et il met 5 secondes à tous les autres coureurs, donc il est impressionnant sur ce final-là. Donc voilà, il y aura pas de problème pour lui pour passer les bosses. Et ensuite au sprint, je pense qu'il sera le meilleur. Même si on a vu que sur des étapes de plaine, comme sur Paris-Nice, vraiment toutes plates, c'est pas le meilleur. Sur une course comme Milan-San Remo qui demande de l'endurance et une certaine capacité à passer les bosses, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde au-dessus de lui. Il y a peut-être Sagan, mais Sagan n'a pas l'air d'être vraiment au top de sa forme. Donc ouais, je mets Caleb Ewan en favori.
Et en plus, il y a d'autres courses où il a montré qu'il était capable de passer les bosses. Il passera, s'il n'y a pas des coureurs qui arrivent à se détacher au sommet du Poggio et à aller jusqu'à l'arrivée pour éviter un sprint, je le mets en largement favori. Et en plus, il a une équipe qui sera vraiment soudée autour de lui. Sa seule limite, c'est peut-être ce qu'on a dit déjà jusqu'à présent, notamment en parlant de Paris-Nice, c'est que Caleb Ewan n'a pour l'instant pas encore remporté le sprint massif cette saison. Mis à part cela, c'est vrai qu'il fait une très grosse saison, il est très fort sur ce début de saison. Donc c'est un nom qu'il va falloir cocher pour la Primavera, bien sûr. Alors Théo, toi, parle-nous de Sam Bennett. Pourquoi est-ce que tu penses que Sam Bennett peut lever les bras sur la Via Roma? Bennett, c'est pour moi, il a en ce moment un niveau très impressionnant. Sur les sprints, il est vraiment très fort. Bah, on l'a vu sur Paris-Nice, on en a parlé. En plus, je pense qu'il passe quand même suffisamment bien les bosses pour être dans le coup s'il n'y a pas trop de travail qui est fait au préalable. Je veux dire, si ils arrivent à, je sais pas, 80 ou je sais pas 60 au pied du Poggio, normalement il sera avec le peloton en haut. Et je pense que le problème de Ewan, c'est que au sprint pur, il peut se faire battre pour moi par exemple par un Sam Bennett ou par un Groenewegen. Et je pense que justement, si les deux sont au sprint pour la gagne, il y a moyen que Sam Bennett gagne. Alors, Sam Bennett, il est costaud, mais je pense que s'il arrive à passer le Poggio avec les meilleurs, le problème c'est que si lui il y arrive, il y aura certainement aussi Viviani. Pour moi, il peut battre Viviani. Après, il peut battre Viviani. L'an dernier, Viviani sort un sprint. Il sort pas de sprint. Après, il sort du sprint plutôt. La question pour Sam Bennett, ça va être aussi de savoir qui a le leadership chez Bora, étant donné qu'il y a aussi Peter Sagan dans l'équipe. Bah, pour moi, c'est assez simple, hein, le raisonnement. C'est que les deux sont protégés. Sagan va peut-être un peu plus suivre les coups et sera quasiment 100% là pour la gagne ou dans le peloton de tête. Et si Sam Bennett parvient à tenir dans le Poggio, il y a moyen que les deux jouent leur carte ou que Sagan se mette au service de Bennett. Mais je pense pas que Bennett va se mettre au service de Sagan s'ils sont en haut du Poggio, ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que pour Sagan, ça lui permet enfin de pouvoir suivre les coups sans être obligé de faire le travail. C'est vrai. Parce que les années d'avant, c'était tout le temps ça. C'était lui qui prenait l'initiative et derrière, c'était lui qui devait rouler. Et à chaque fois, il se faisait avoir comme ça. Ou alors, il prenait pas d'initiative et il attendait le sprint et il gagnait pas le sprint. Donc, ça va être intéressant à suivre en tout cas. Alors Alex, toi tu as choisi étonnamment un coureur australien, en l'occurrence Michael Matthews. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, tout d'abord parce qu'il est australien, du coup il est forcément meilleur que tout le monde. Et deuxièmement, tout simplement parce que Michael Matthews, au fil des années, c'est une valeur sûre sur des parcours comme ça. Il n'a plus rien à prouver du côté de sa capacité à passer les bosses. Le Poggio, il le passe sans souci. C'est plutôt du sprint, tout ça va être après. Si des mecs comme Ewan ou Groenewegen passent, il va se faire avoir. Mais s'il y a une course où il y a une grosse sélection, où les quick-step font tout péter, où à la Philippe, Sagan, Kwiatkowski attaque, Michael Matthews, c'est quelqu'un qui a prouvé par le passé qu'il pouvait justement suivre ses attaques, qui pouvait s'accrocher avec les meilleurs. Et comme derrière, il a une très belle pointe de vitesse, il peut facilement régler un groupe en comité réduit, que ce soit un duo ou un de 15 coureurs. Après, comme je l'ai dit, ce dont j'ai peur, c'est que ça n'arrive justement pas. Un groupe réduit, comme la plupart des années, enfin récemment en tout cas, ça s'est terminé par un gros sprint. Et là, Michael Matthews, sa pointe de vitesse, elle est pas excellente. Mais s'il a bien préparé son coup, s'il a bien préparé une pique de forme millimétrée pour Milan-San Remo, et s'il sort un gros sprint, tout est possible. Vu qu'il a déjà fait par le passé, où il a fait des gros sprints en battant des favoris à répétition. Et l'autre point d'interrogation que j'ai sur Michael Matthews après Paris-Nice, où je sais pas trop ce qui s'est passé sur la première étape, mais en tout cas il a abandonné. Alors je sais pas s'il a des séquelles
d'une éventuelle chute, ou si justement... Il a chuté, et si je me trompe pas, il avait même perdu connaissance pendant un moment, et c'est pour ça qu'il avait abandonné. Voilà, donc la question est, est-ce qu'il aura retrouvé sa forme d'ici Milan-San Remo, ou est-ce que justement il gardera les séquelles de sa chute, et il n'aura pas les forces nécessaires. Mais Michael Matthews, c'est une valeur sûre. C'est un mec qui a tellement brillé par le passé qu'il a plus rien à prouver de ce côté-là. Et perso, je pense que sur un Milan-San Remo, il y a un gros tempo, il y a une grosse sélection. Michael Matthews, ça va être l'homme à abattre. C'est sûr que Matthews, en effet, a de très bonnes garanties, mais voilà, comme tu l'as dit, ce qui est certainement la plus grosse problématique le concernant, la plus grosse interrogation, c'est son niveau de forme. Non seulement il a quitté Paris-Nice en chutant dès la première étape, donc il y a un doute sur sa forme, mais en plus, avant Paris-Nice, il n'a fait qu'une course. Il a fait que l'Omloop et Newsblad, qu'il a quand même terminé à la 12e place, mais ça fait que il n'a dans les jambes qu'un jour de course. Depuis le début Après, il est coutumier du fait. Hein. Et chaque année, c'est comme ça. Hein, ce qui fait. Donc, Tous les ans, j'ai l'impression que c'est un coureur qui a vraiment pas beaucoup besoin de courir pour être très fort. Ouais, c'est ça. Et mais moi, le souci que j'ai avec Matthews, c'est justement Trentin et Sagan qui, pour moi, peuvent être dans le même style que Matthews, c'est-à-dire passer quand il y a un gros élagage, ils peuvent être encore là, mais ils sont dans une meilleure. Enfin, Sagan n'est pas forcément dans une meilleure forme, mais est meilleur que lui au sprint. Et Trentin tient une forme du tonnerre qui fait que je pense qu'il le battrait au sprint. C'est ça la peur que moi pour Matthews. Ouais, c'est sûr que dans son secteur, dans son type de coureur, il y a du monde. Oui, en effet, avec Sagan, avec Trentin également. On va quand même faire attention à Michael Matthews, voir déjà s'il est bien là dans le bon groupe, au pied du podio à minima. Mais ça pourrait peut-être lui sourire, on verra ça. Et du coup, moi, pour finir, j'ai choisi, au contraire de vous, un puncher, Julien Alaphilippe, même s'il a gagné au sprint sur Tirreno. J'ai choisi Julien Alaphilippe parce que c'est un coureur qu'on a vu quand même plutôt en bonne forme depuis ce début de saison. Bon, qui n'a pas été très étincelant sur Tirreno, mais de toute façon, Milan-San Remo, c'est pas des murs comme il y avait sur les deux étapes difficiles sur Tirreno Adriatico. Voilà, le, la Cipressa, le Poggio, c'est pas des fortes pentes, même si au bout de 6-7 heures de vélo, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, pour moi, Julien Alaphilippe peut euh, attaquer dans le Poggio plutôt que de suivre comme il l'avait fait avec sa 3e place il y a 2 ans. Cette fois, voilà, il pourrait prendre l'initiative et en tout cas, à mon avis, il en a les jambes, il en a la capacité, il a montré depuis ce début de saison que c'est un des hommes forts pour l'instant de cette saison. Après, la seule interrogation, c'est quant à la stratégie de Colin Quickstep. Est-ce que Alaphilippe ne va pas se retrouver comme Peter Sagan chez Bora à simplement suivre les coups pour ne pas enterrer entre guillemets Elia Viviani en cas d'arrivée au sprint? Pour moi, c'est assez clair. Hein. Ils peuvent, je pense qu'ils vont privilégier aucun des deux et laisser en fait les deux possibilités se faire et que le meilleur gagne quoi. Mais ça va être un truc à la Bora justement, où Alaphilippe il va justement prendre l'initiative d'attaquer dans le pourcentage. Si ça se finit au sprint, on met tout pour Viviani et puis tu mets juste Gilbert avec Alaf et tout le reste pour. Pardon. Est-ce que Alaphilippe serait prêt à ne pas bouger cette année, alors que déjà l'année dernière il l'a pas fait et il a roulé après à la fin pour Viviani qui fait un sprint ignoble? Non. Est-ce que Alaphilippe est prêt à cette année à nouveau ne rien faire? Je pense pas. Non. Non, cette année il va tenter. En plus, il est en forme sur le début. Il y a pas à mon avis, c'est impossible qu'Alaphilippe il attaque pas, ou alors il a pas de couilles. Hein. Mais,
Ça m'étonnerait qu'il se sacrifie pour Viviani cette année. Ouais, ça semble compliqué en tout cas. On va dire qu'on peut mettre une pièce sur une attaque d'Alaphilippe. Ouais, l'attaque, ouais. Après, la victoire, sans doute pas, mais Je pense que s'il a une petite avance au sommet du Poggio, à mon avis, ça sera pas facile d'aller le chercher à l'arrivée quand même. après, avec toutes les armadas qui sont alignées sur cette édition, hein, ça va être quand même compliqué pour lui de s'échapper tout seul. Ça, c'est sûr. Tout seul. Enfin, en fait, les deux par qui il se fait battre en Il y a 2017, 2 ans. ces deux-là, il aura du mal à sortir de la route dans le Poggio. Enfin, en même temps, avec son punch, ouais, franchement, je sais pas trop. Et il y a beaucoup d'équipes qui gardent 2 coureurs à chaque fois pour la gagne, donc il y a Il y Sagan a Bennett, Valverde aussi. il y a la UAE qui a Christophe Gaviria, qu'on n'a pas beaucoup mentionné, et puis il y a la Cofidis avec Laporte Bouhanni. Ouais. La Cofidis, Attention. encore, la question, ça va déjà être dans quel état vont arriver Laporte et Bouhanni, sachant que les deux ont eu une préparation un petit peu difficile avant San Remo. Donc c'est pas ils sont pas dans la meilleure position qu'ils soient en tout cas. Sinon, pour sortir tout seul dans le Poggio, à la Philippe, donc en plus de Kwiatkowski, Sagan que j'ai dit tout à l'heure, il y a Valverde. Ouais. Ça va vraiment pas être évident de sortir tout seul. Ouais, c'est pas faux. Valverde, c'est pas un garçon très, très intéressant. Ah, et puis il y a Bardet. Évidemment. Ouais, Romain Bardet, 40e place. Romain Bardet qui a San demandé Remo. à venir sur Milan-San Remo alors que le surlendemain il sera en Catalogne. Donc Ouais, il veut faire une va- Paterski, c'est pour ça. on va voir ce qu'il sera capable de faire. Peut-être que Nibali lui a donné des idées l'année dernière. Et même après, dans des moindres mesures, moi, Søren Kragh Andersen, je le vois tenter des coups, ou un Ulissi, ou enfin, il y en a Ouais, des. la des renaissance de punchers. Diego Ulissi. Ouais, pourquoi pas. Attendu depuis 3 ans. 2014-2015 qui était imbattable en boss. Ouais. Ah, il y a Dylan Teuns aussi. Oui, voilà, enfin, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du Maintenant, monde, il y en a, Qui va arriver en pleine forme, en fait, ça va être ça ouais, aussi, la il y a du compétition. monde, il y en a un certain nombre qu'on n'a pas cité. On a encore oublié aussi Van Avermaet ou Demar par exemple. Ouais, bah, les Français. Non, mais les Pareil, les secondes Français, Je zones, vois pas les avoir le secondes punch zones, on pour s'en fout un sortir peu. dans le Poggio, quoi. On parle des gens qui peuvent gagner ici. Dont Spécial. un ancien vainqueur de Milan-San Remo, en l'occurrence Arnaud Demar. Merci de cette démonstration. Bah, il a gagné devant De Bousqueré parce que Gaviria avait chuté. Bah, vous savez quoi? Si jamais Arnaud Demar gagne, je vous offre votre première bière au resto. Hein. Juste ça. Wow, bah, c'est bon. Bon, bah, Tu prends pas de risque, hein. Ah, je suis désolé, mais. Tu le sens bien quand même, Ça sent bien Arnaud cher, Demar quoi. là quand même pour le coup. Hein. Ouais, j'avoue. Pourtant, là, je suis sûr, il est vraiment. Enfin, il va y arriver. Non. On y croit, on y croit. Allez, Bon, on peut y parler des croit. Français maintenant, du coup. On est au moins 3 à y croire, en tout cas. Ouais. Bon, Par Oh. contre, ton Debusquereux, tu le sors. Oui, c'était Roland, ça. Roland, c'est pardon. Ouais, Roland, C'est un loto soudal, c'est bon. En tout cas, voilà pour Milan-San Remo. Là, on a pu aborder un petit peu tous les favoris. Avec un petit peu de mauvaise foi, on te connaît quand même, Alex. C'est faux. Je suis tout à fait objectif. Tout à fait, on te croit, bien sûr. Et avant de finir, avant de passer au quiz, moi j'aimerais revenir juste un petit instant sur ce qui s'est passé au tout début du mois de mars. Une minute de silence. Donc au début du mois de mars, il y avait les championnats du monde de ski nordique en Autriche, et à cette occasion, la police autrichienne a interpellé plusieurs skieurs pour leur participation à un réseau de dopage organisé. Alors, à la base de ce réseau, on retrouve un médecin allemand, en l'occurrence Mark Schmidt, qui est tristement connu dans le monde du cyclisme pour avoir été le docteur de l'équipe Gerolsteiner et pour avoir été mis en cause avec Bernard Kohl en 2008 pour dopage. Dans les jours qui ont suivi, on a 2 coureurs autrichiens qui ont avoué avoir eu recours
à du dopage sanguin Stéphane Denifel et Georg Preidler, qui a immédiatement démissionné de Groupama FDJ. Alors pour moi, ça pose quand même plusieurs questions. Déjà, la première, c'est est-ce que les contrôles antidopage sont encore efficaces aujourd'hui ? Parce que bon, si on met de côté Georg Preidler, qui a dit qu'il s'était jamais réinjecté le sang, bon, là savoir si c'est vrai ou pas, c'est des déclarations. Si on regarde Stéphane Denifel, lui, il n'a jamais été contrôlé positif. Ça veut donc dire qu'un coureur cycliste, malgré le passeport biologique, malgré tous les contrôles qu'il y a tout au long de la saison, pendant les courses, etc., a très bien pu se doper sans que personne ne le détecte. Et le pire, c'est que là, on est dans du dopage lourd. Hein. C'est pas le cas du petit coureur qui va faire ça tout seul dans son coin, trifouiller avec des médicaments. Là, c'est forcément bien encadré, bien surveillé, avec un médecin à la base, comme on l'a vu avec Mark Schmidt. Alors, si on est pessimiste, on pourrait dire que de toute façon, les tricheurs auront toujours un coup d'avance, et ce, quel que soit le domaine, que ce soit dans le sport ou non. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas ce sport-là qu'on a envie de voir, c'est pas ce cyclisme-là qu'on a envie de voir. Et c'est pour ça que, pour moi, la lutte antidopage, elle est toujours aussi importante. Alors après, il y a aussi une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas une solution en amont pour éviter que les coureurs, les équipes en viennent au dopage ? Il y a bien le mouvement pour un cyclisme crédible, et voilà, c'est une initiative louable, ça j'en conviens. Mais pour autant, ça n'a pas empêché Georg Preidler, qui y adhérait par son équipe et à titre individuel, de succomber à la tentation du dopage. Comme l'a très bien dit Guillaume Di Grazia, le journaliste d'Eurosport, on a l'impression d'être pris pour des cons avec tout ça. C'est vrai que c'est ce qui ressort le plus, l'incompréhension, l'incrédulité. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Bien sûr, ça va être très difficile de comprendre précisément pourquoi. Et pourtant, ça serait certainement extrêmement utile pour pouvoir lutter plus efficacement contre le dopage. Et quoi qu'il en soit, c'est encore un nouveau défi qui se pose, et une bien triste nouvelle pour le cyclisme. En fait, comme tu disais, que les tricheurs ont toujours de l'avance en fait, parce que ils vont toujours trouver en fait des moyens d'utiliser des méthodes qui sont peut-être déjà connues, mais en les cachant de plus en plus en fait, tout simplement. Non, mais pas légal. Là, on parle de dopage lourd, du coup, c'est pas très légal. Et mais le truc, c'est qu'ils vont, ça va être de plus en plus dissimulé en fait. Ils vont juste utiliser des trucs pour le dissimuler, et qui seront pas encore connus. Quand ça sera connu, ils vont trouver quelque chose d'autre, etc. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Et quand tu dis de vouloir prévenir en amont, franchement, ça serait parfait s'ils arrivent à faire ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des enjeux qui sont peut-être pas si importants que ça, mais qui ont l'air je pense pour les coureurs sont très importants, et je pense qu'il y en a qui succombent assez tôt en fait. Et c'est un des problèmes, et j'ai du mal à voir comment lutter contre ça, perso. Et c'est vrai que voilà, ce qu'on a, la question là de pourquoi est-ce qu'ils viennent au dopage, tout le monde se la pose entre guillemets pour Georg Preidler, même Thibaut Pinot par exemple se l'est posé. C'est un très bon coureur qui est dans une très bonne équipe, dans une très bonne position. Et là, c'était cet hiver, il s'est dit, voilà, alors il a eu des relations qui lui ont dit, tiens, essaye, va voir ceci, va voir cela. Et pourquoi il l'a fait au final ? Je sais pas, c'est cet hiver qu'il l'a fait. Je pensais que c'était. Il me semble que c'est cet hiver. D'accord, ok. À l'intersaison. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'il avait pas fait forcément une très mauvaise saison, il avait été... Et surtout, son contrat était pas en danger, puisque Marc Madiot a dit précisément sur l'interview que le travail, enfin la position de Georg Preidler au sein de l'équipe Groupama FDJ était en aucun cas menacée, qu'il avait la sécurité de l'emploi jusqu'en 2021 ou un truc du genre. Donc pour lui, il avait pas vraiment besoin de faire des performances pour garder une place dans l'équipe. Il est pas genre la dernière année il doit faire un coup d'éclat et il doit y aller. Non. Il était sans pression, donc effectivement sa décision, même si comme s'il le dit, c'est un peu discutable qu'il ne s'est pas réinjecté. C'est quand même une décision assez bizarre. Bon, on va quand même finir ce podcast sur une note un petit peu plus positive, un petit peu plus sympathique quand même, avec le petit quiz. Vous êtes prêts ? Oui. C'est vitesse Non, c'est juste
Comme ça, le premier qui répond juste a gagné. Alors, la première question. Quel était le premier nom des Strade Bianche? Montepaschi Heroica. Tout à fait, bonne réponse. Je sens qu'on va se faire déglinguer. On va se faire éclater par Erto, là, je sens ça. Et à la base, c'était une cyclosportive. Comme ça a été un petit peu le cas pour l'Otsaler Pro, la course montagneuse en Autriche qui a été organisée l'année dernière. Oui. Comme quoi, ça sert à quelque chose de faire les présentations des courses, quoi. Allez, deuxième question. Sur ces 5 dernières années, les coureurs ayant terminé sur le podium de Milan-San Remo ont-ils davantage couru sur Paris-Nice ou sur Tirreno-Adriatico? Bon, je vais pas y répondre puisque c'est moi qui fais la stat. Tirreno? Et non, c'est pas sur Tirreno, c'est sur Paris-Nice, puisque 53% des coureurs qui ont terminé sur le podium de Milan-San Remo ont fait Paris-Nice auparavant. Mais si on regarde, que ce soit le podium, le top 5 ou le top 10, à une échelle plus large sur les 10 dernières années, là la tendance est plutôt sur Tirreno, environ 6 coureurs sur 10. Et en effet, c'est une stat que Théo a trouvée, on le remercie pour ça. Troisième question. Qui est le seul coureur à avoir remporté la même année Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, le Giro et le championnat d'Italie? Costante Girardengo. Non. Ah. Photocopie. Ouais, j'aurais dit Faustocopie. photocopie. Voilà. Ah. C'est J'aurais dit Faustocopie parce que. tout à fait Faustocopie en 1949. Le Campionissimo qui est le seul à avoir réalisé ce quadruplé italien. Allez, quatrième question, l'avant-dernière. Il y a une petite question piège. Combien de fois Eric Zabel a-t-il levé les bras sur Milan-San Remo? Bah 5 fois. 5. 5, non, du coup 4. Non, Non, il 5. a levé les bras 5 fois. Il a levé les bras 5 fois. Genre, une fois, il lève les bras et c'est un autre. Oui. Ah oui. C'est Oscar Freire qui gagne. Ah, il était trop évident ce piège, c'est ça. 5 fois. Eric Zabel a remporté 4 fois Milan-San Remo en 97, 98, 2000 et 2001, mais en 2004, il lève les bras sur la ligne d'arrivée, mais il se fait sauter sur la ligne par Oscar Freire qui l'emporte. Donc Zabel a Et en 4 plus, il fait victoires. une célébration bizarre, non? Il s'est fait avoir juste sur la ligne en fait, et il y avait vent de face, il lève les bras trop tôt et il se fait avoir. Comme Cocard sur l'étoile de Bessèges l'année dernière sur une étape. Par exemple. Une excellente photo d'ailleurs. Ah, c'est assez comique quand on voit ce genre de cliché, ouais. Allez, dernière question. Ça c'est le high level et on remercie Dart Minardi pour ses questions. Elles sont bien corsées, vous allez voir. Une stat encore. Les Français ont réalisé 5 doublés sur Milan-San Remo, donc c'est-à-dire premier et deuxième. Lors de la dernière fois, les 2 Français étaient dans l'échappée matinale et ont distancé leurs compagnons d'échappée dans la Cipressa. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins un? Ah, c'est Laurent Gomez Bondu en 82. Marc Gomez, ouais. Oh, fantastique! Bonne réponse, tout à fait. Marc Gomez le vainqueur et Alain Bondu deuxième en 1982. Avec le commentateur qui dit mais qui est cet espagnol? Eh bien, c'était un Français. Voilà, donc c'est la dernière fois qu'on a 2 Français aux 2 premières places de Milan-San Remo. Est-ce que ça peut arriver cette année? Non. Julien Alaphilippe et Romain Bardet. Allez, on Ah, y ça croit. serait excellent, mais non. Non, je pense que le plus de chance, c'est Desmarques qui gagne au sprint et Alaphilippe qui est en tête. Mais Ouais, ça me paraît hautement improbable. Bon, du coup, voilà, c'est tout pour ce petit quiz. Voilà, on est donc à la fin de ce podcast, à la fin de cet épisode de Chasse Patate. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir? Un truc qu'on n'a pas évoqué, que vous avez envie de dire? Un truc sur le cœur? Vivement les Flandriennes. Voilà. Elles ont déjà commencé un petit peu quand même. Les vrais. Ça va arriver très vite, t'inquiète pas. Théo, Raphaël, un petit mot à rajouter? Pas vraiment. Non, franchement, j'attends de voir les résultats.
Bah, à la prochaine émission, quoi. Ok, très bien. Et bien du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà pour cet épisode sur Milan-San Remo, Paris-Nice, Tirreno et Strade Bianche. On se retrouve très prochainement avec les Flandriennes, donc tout à fait, qui vont arriver à la suite du premier monument de la saison. Avec en point d'orgue le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et donc voilà, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.